En 2022, il y a donc 2 ans maintenant, j'ai fait sa connaissance en pleine crise pandémique. C'est un journaliste hors pair, indépendant, un journaliste aussi authentique, comme il en existe encore peu aujourd'hui. Et pour ceux qui le connaissent, vous allez le reconnaître. Il a dénoncé la crise sanitaire, bien sûr, il a dénoncé Tchernobyl, il a dénoncé Fukushima. Et on a fait une interview ensemble il y a à peu près 1 an et demi, à peu près de ça. Et il nous raconte que ça a été très difficile d'ailleurs pour lui, puisqu'il a eu des menaces, des attaques, du chantage. Et pendant la crise de 2020, il a sorti son premier ouvrage, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, aux éditions Nouvelle Terre. Et vous savez quoi? Eh bien, il revient nous voir avec son nouveau tome, encore une Bible. Ne leur pardonnez pas 2. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très très longtemps. Et comme il aime le dire, cette fois-ci, il a tiré le fil rouge sur ce qui se passe dans notre société, en tout cas, ce qui se joue devant nous, mais que peu de personnes perçoivent. Dans ce tome 2, il écrit un chapitre sur les effets secondaires de l'après-vaccin. Il écrit aussi un chapitre sur sa conception. Un chapitre qui est vraiment incroyable, c'est sur l'implication de l'armée américaine depuis le début de notre siècle, dans les années 1914 ou 1920, un truc comme ça. Il dénonce l'organisation qui veut du bien au peuple, surtout prendre soin de notre santé, je nomme l'OMS. Il aborde un sujet aussi difficile que la surmortalité, la mortalité néonatale, le climat, les médias, ce qui se trouve dans notre nourriture qui m'a juste laissé sans voix, à tel point qu'un soir, je l'appelle et je lui dis que moi-même qui suis végane, que ça va être difficile de continuer à manger après ce que j'ai découvert ici. Et aussi un passage assez fulgurant sur comment toute une pieuvre s'est construite en silence depuis des générations pour garder le contrôle du monde. Bref, un autre volume, il est ici, aux éditions Nouvelle Terre. Ne leur pardonnez pas 2. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Bonjour Jean-Mi. Bonsoir Mika et bonsoir à tous. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver parmi nous, encore une fois. Ouais. Moi Dis-moi, également. tu nous as fait un sacré cadeau là. Quand même, hein. Je sais plus où mettre mes notes tellement il y en a. C'est une source d'inspiration, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Alors dis-moi, d'abord, pourquoi est-ce que tu as fait ce tome 2? Ben, parce que tout d'abord, je continue à recevoir des informations, bien sûr, j'ai mes réseaux. Parce que certains professeurs ont été vraiment vilipendés, comme professeur Raoult, pour ne pas le nommer. Dans le premier livre, j'avais fait un chapitre sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine, en expliquant d'ailleurs ce qui s'était passé en Inde, puisque moi j'ai eu la chance de vivre 5 ans en Inde. Et donc l'Inde, ce sont des États fédéraux, c'est-à-dire que chaque État fait ce qu'il veut. Mhm. Alors effectivement, l'OMS avait interdit l'ivermectine, mais il n'y a que 2 États qui l'ont interdit, 2 États du Sud, le Tamil Nadu et le Kerala. Et les autres États l'ont utilisé en prophylaxie. Et on a pu voir le résultat, puisque au 30 août 2020, le Kerala, qui ne représentait que 3% de la population indienne, avait 50% des cas de Covid. Et au nord-est, l'État du Uttar Pradesh, qui lui a 240 millions d'habitants, au 30 septembre de la même année, c'est-à-dire un mois plus tard, avait 199 cas de Covid sur 240 millions d'habitants. Donc, ils ont d'ailleurs eu les félicitations de l'OMS. Ça n'a pas été retranscrit dans les journaux français, anglais ou américains, mais dans les journaux indiens. Et donc, c'était la preuve que ça fonctionnait bien. Depuis, je suis revenu dessus parce que aujourd'hui, pour l'ivermectine, on a 98 études avalisées par les pairs dans le monde qui reconnaissent bien sûr que l'ivermectine fonctionnait. Et on en a 402 sur l'hydroxychloroquine, avalisée par les pairs, réalisée avec 4600 scientifiques, qui prouvent que l'hydroxychloroquine fonctionnait très bien. Et j'ai la chance que l'IHU de Marseille me fasse passer trois études. C'est le bras droit de M. Raoult, le professeur Philippe Parola, qui me les a envoyées.
Il y en a une, elle est un peu compliquée, mais les deux autres, elles sont assez faciles à expliquer. Donc, elles sont dans le livre et elles démontrent bien ce qui s'est passé dans les pays qui ont vacciné et les pays qui n'ont pas vacciné, entre autres l'Afrique, qui a soigné avec l'hydroxychloroquine. En Afrique, il y a seulement deux pays qui ont vraiment beaucoup vacciné, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Et on voit bien la différence entre ces deux pays et les autres pays africains. Donc, je trouvais important de revenir dessus en commençant par ces nouvelles données. Et puis, j'ai terminé le chapitre avec une donnée sur une étude sur le risque des masques qui a été avalisée par les pairs, qui a été mise par le Lancet et qui a été retirée 3 jours après parce qu'évidemment, ça dérangeait beaucoup. Bien sûr. Alors, quand même, dans ce tome 2, c'est vrai que tu ne parles pas que du vaccin, tu ne parles pas que du Covid. D'ailleurs, ça représente que quoi? Que un quart du tome, puisqu'il y a il y a tout un chapitre en fait sur tout ce qui se joue dans notre société. Mais avant de venir là-dessus, c'est comment est-ce qu'on écrit ce genre de livre? Parce que en plus de nous donner des informations, tu mets énormément d'abord, tu cites toutes tes sources. Et ce qui nous permet, en tout cas, enfin pour le lecteur aguerri qui veut prendre un peu le temps, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Tout ce qui m'intéresse, ben, je vais les chercher. Alors, c'est dommage qu'on ne peut pas cliquer directement sur le livre, tellement il y en a, mais ben, tu retournes et c'est incroyable, quoi. Et je veux dire, comment est-ce que tu trouves les bonnes infos? Alors, déjà, je mets les sources pour que les gens puissent actualiser. Parce que, bon, le livre, je l'ai terminé au mois de septembre, enfin au mois d'août, mais finalisé parce que jusqu'au dernier moment, j'en rajoute, aux grandes dames de mon éditeur qui s'arrache les cheveux. Donc, il faut que les gens puissent actualiser quand je parle de la mortalité, de la surmortalité dans les pays, Mhm. la baisse de natalité. Il faut que les gens puissent voir aujourd'hui. Donc, il y a un site, Our Data World. Là, ils peuvent voir au jour le jour, depuis 2, 3 ans, ce qui s'est passé dans les pays. Donc, c'est très important que les gens puissent voir par eux-mêmes. Parce que s'ils écoutent les médias français, on leur ment en permanence. On voit rien. Voilà, voilà. Mais à ce sujet, il y a un site qui est très, très bien, c'est The Journal, ZE Journal. C'est un site qui traduit des articles étrangers. Il traduit des articles anglais, américains, canadiens, néo-zélandais, australiens. Et là, vous avez vraiment une bonne information. Donc, comment on écrit un livre comme ça? Euh, c'est surtout 700 pages en 6, 8 mois. Bien, écoute, c'est très simple. Avant de me préparer, déjà tous les jours, je fais mes méditations et puis avant d'écrire, je fais mon ancrage. Voilà. Et puis, ben, je demande là-haut qui m'aide. Voilà. Et les informations viennent. Si je bute sur quelque chose que je trouve pas, l'information arrive le lendemain. Voilà. Je me pose pas de questions. Je travaille comme ça. Ouais, mais pourtant, là, c'est que ok, tu es connecté en direct, mais tu as quand même des informations très concrètes, avec des sources très concrètes que l'on peut visiter, que l'on peut observer. Et donc, ça, il faut bien les trouver, il faut bien les chercher, ça. Tu as dû voir que ce livre, il est en hommage à deux personnes aujourd'hui Oui. disparues. Tout d'abord, mon amie Sylvie Simon, qui a énormément écrit de livres sur les vaccins et sur les laboratoires médicaux, puisque Isabelle Adjani, qui, elle, est absolument contre les vaccins dont les enfants ne sont pas vaccinés, aucun vaccin, avait dit de Sylvie que c'était une résistante, une grande résistante. Et puis, le livre est aussi en hommage à Claire Séverac. Je pense que quand j'écris sur les vaccins, en tous les cas, elles ne sont pas très loin de moi. Donc, ça t'aide. Donc, tu es inspiré, tu arrives à trouver ton chemin plus facilement, et les sources Voilà, avec. exactement. Tant qu'au reste du livre, bien sûr, eh bien, j'ai pris mes informations donc sur le site que j'ai donné. J'ai continué avec des sites gouvernementaux, bien sûr, hein, le VAERS, le Oui. CDC, l'OMS. L'ONS, je pouvais encore continuer sur l'ONS, c'est-à-dire l'Office National of Statistics, ne pas confondre avec Avec l'OMS, l'OMS, ouais. l'Office mondial satanique. Sur le ministère canadien de la Santé, sur le John Hopkins. Mhm. Seulement, le problème, c'est que le John Hopkins, depuis le mois de mars de l'année dernière, il ne fait plus les mises à jour. Que l'ONS anglais, qui nous sortait des statistiques toutes les semaines, a commencé à les sortir tous les mois.
que le ministère de la Santé canadien, qui sortait également toutes les semaines et passait tous les mois, aujourd'hui il passe tous les trimestres. L'OMS anglais ne donne plus l'état vaccinal des décès, parce que 18% des décès sont des gens qui ont vacciné 3 doses, 4 doses. Donc, il ne donne plus les résultats. Donc, ça devient quand même de plus en plus difficile d'avoir une bonne information. Ouais, je comprends. C'était plus facile pour le tome 1. Le tome 2, ça a été, mais il ne pourrait pas y avoir un tome 3 parce que les informations ne passent plus. Plus rare, ouais. Si tu es d'accord, Jean-Michel, parce que quand même, vu la somme d'infos qu'il y a dans ton second tome, j'aimerais que si on pouvait se concentrer sur le calendrier 2023-2030 et principalement sur celui du RSI de l'OMS qui est prévu en juin, je crois. Et puis, en même temps, j'aimerais peut-être, enfin, on pourra quand même se retrouver, hein, si tu aimes bien la chaîne ici, pour traiter d'autres chapitres, comme par exemple la nourriture qui me tient à cœur aussi, mais ça, on pourra le faire dans un second temps. Ok ? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RSI, c'est le Règlement sanitaire international. Alors, je traduis en français. C'est l'art et la manière de décider à votre place de comment vous devez vous soigner et, si possible, que cela soit identique dans le monde entier. Hein, je pense que j'ai donné une bonne définition de RSI. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en parler et surtout nous dire ce qui se cache derrière ce qui paraît être la solution pour nous sauver des prochaines conséquences de maladies globales? Alors déjà, le RSI, il existe depuis 2005. Ils l'ont créé après le H1N1. Le problème, c'est que cette année, ils veulent créer un nouveau RSI parce qu'ils se sont bien aperçus qu'avec la pandémie de Covid, il y avait eu beaucoup de récalcitrants, de beaucoup de gens qui ne voulaient pas suivre leurs indications. Donc là, ils sont en train de faire un nouveau RSI qui va être désastreux pour nous, pour les peuples. Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, va devenir le maître du monde, puisque les lois qui vont sortir de ce RSI vont passer par-dessus les lois des pays. C'est-à-dire qu'il pourra décider que tel pays a une pandémie, il ferme le pays, et les gens, les politiques du pays n'auront pas leur mot à dire. Alors, ça commence bien sûr à ne pas plaire à tout le monde. Les députés américains au Congrès ont lancé une enquête sur l'OMS. Les députés anglais du Parlement anglais ont dit qu'il n'était pas question que les lois passent par-dessus les lois anglaises. Mais tous ceux qui nous écoutent peuvent voir qu'en France, personne ne bouge, que ce soit les députés de la majorité relative ou de l'opposition, personne n'aborde ce sujet. Et c'est pourtant très, très grave, très, très important, puisque l'OMS va devenir finalement, il faut quand même le reconnaître, le bras armé du gouvernement mondial. En fait, quand tu parles de lois qui vont prendre le dessus sur les lois des pays, on est bien d'accord, ce sont les lois sanitaires uniquement. Oui, c'est tout ce qui va décider, les Ok. confinements, les vaccinations obligatoires. Euh, Par exemple, ce qui est dans les tuyaux, c'est que, d'ailleurs, Tony Blair l'a dit au dernier Davos l'année dernière, enfin le 23, pas celui de cette année, que les gens devraient avoir un carnet vaccinal sur eux à jour et pas en papier. Pas en papier, parce que ça peut être modifié. Donc, ce qui signifie qu'ils vont pucer les gens avec un carnet vaccinal. Et alors, il y a aussi des accords avec les compagnies d'aviation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si, quand vous passez pour prendre votre avion, vous n'êtes pas à jour de vos vaccinations, eh bien, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas quitter le pays. Ça, enfin, il va quand même y avoir, à mon sens, il va quand même y avoir une transition dans le sens où, avant d'être pucé sous la peau, il va y avoir des carnets vaccinales électroniques via les téléphones, sur les clouds, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que Oui, mais c'est à ça bien sûr. qu'ils veulent arriver, justement. Mais ça va aller très vite. Si les gens ne réagissent pas, si les peuples ne se réveillent pas, Oui. ça va aller très vite parce que tu as dû voir que quand même, ils ont peur. Ça commence à bouger un peu partout. Donc, ils accélèrent leur mouvement, leur plan 2030, ils accélèrent vite. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, c'est vrai, il y a tout un chapitre sur le RSI. Il a été étudié par un juriste américain et
il dit que c'est complètement ahurissant parce que ça viole des traités mondiaux, ça viole le traité de Vienne, entre parenthèses, et d'autres. Il y a des procédures qui sont totalement illégales et pourtant, il y a de grandes chances que ça passe Ça passe. si les pays ne bougent pas. Il faut aussi savoir que l'OMS, bon, bien sûr, il y a le patron Tedros Ghebreyesus, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir sur Wikipédia qui est cet énergumène. Entre autres, c'est un ami de Bill Clinton et de Bill Gates. Mais c'est surtout dirigé par 34 personnes. Il y a 194 pays à l'OMS, effectivement, mais c'est dirigé par 34 personnes. Ces 34 personnes sont des représentants des laboratoires pharmaceutiques. Mhm. Donc on en saura plus au mois de juin, c'est ça, hein, parce que normalement la loi devrait être votée ou pas au mois de juin, c'est ça? Voilà, pendant la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui aura lieu du 28 mai au 3 juin. Ou 3 jours, ok, d'accord. Donc, affaire à suivre. On se retrouvera à ce moment-là. Justement, on parlait de Davos. Davos, c'était fin janvier, hein. Et Oui, c'était du 19 au 23 janvier. c'est ça. Et donc, ça a tourné principalement, bien sûr, autour du transhumanisme, autour de l'IA. Bon, hein, c'est ça qui était vraiment. Je ne sais pas si tu as suivi. En tout cas, moi, j'ai suivi. Et ça serait quoi ta position à toi, justement, pour pas se faire prendre au piège? Là, tu parlais justement de se faire pucer avec avec un carnet électronique, enfin, même plus électronique, c'est directement dans le cerveau. Et je sais pas, ça serait quoi cette position pour justement ne pas se faire prendre malgré nous? Et peut-être, est-ce que ça se trouve, il n'est pas déjà trop tard, j'en sais rien. Mais voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça? Déjà une petite précision. Tu vois que les décisions de Davos vont très vite parce que le Davos 2023, on revient un an en arrière, c'était la nourriture, la suppression de la viande. C'est ça. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est mis en place. C'est-à-dire que l'Irlande doit tuer 1 million de têtes de bovins et d'ovins, les Pays-Bas de 200 000 têtes. Nous, notre Conseil constitutionnel a expliqué que nous devions également réduire notre cheptel si on voulait tenir nos engagements de CO2. Donc ça, c'est ce qui avait été décidé en janvier l'année dernière. Aujourd'hui, c'est en application partout. Donc, tu peux voir que ce qui a été décidé cette année au Davos, à la réunion de Diablos Mhm. 2024, ça va être très, très vite mis en place aussi, avec naturellement l'euro électronique, puisque Madame Lagarde n'arrête pas d'en parler et que c'est pour très bientôt. Sauf pour la Chine qui construit quand même, je sais pas si tu as vu les deux grosses tours en Chine, là, c'est énorme. Michael, il va nous mettre des photos. C'est des tours énormes, je sais pas combien c'est des centaines de millions de porcs par étage. Et il les cultive dans les maisons. Alors, ils sont pas prêts d'arrêter la viande. En Chine, peut-être, mais chez C'est nous, clair, ouais. oui. Oui, Chez nous, parce qu'on est quand même dirigé par des gens de gauche et des écologistes. Alors, les écologistes n'ont pas compris que la Terre, elle a plus de 5 milliards d'années, elle a vécu sans les écologistes et elle continuera à vivre sans les écologistes. Et là, c'est sûr. on retombe dans mon chapitre Climarnaque. On y reviendra. On se refera un petit rendez-vous juste pour ça. Voilà, mais parce qu'il y a beaucoup à dire quand même. Mais non, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Et donc, si on revient sur ce que je disais de la viande, on va retrouver les mêmes groupes, les mêmes personnages qu'avec la pieuvre, ceux qui s'occupent de la nourriture. Tu as la Fondation Rockefeller, tu as Bill Gates, Mhm. etc., etc., avec ces viandes synthétiques. Donc là, en ce moment, en France, on a les grosses manifestations des paysans, des agriculteurs, justement, avec un Premier ministre qui ne connaît absolument rien au sujet et qui leur dit que oui, il va faire quelque chose. La seule chose qu'il pourrait faire pour aider les agriculteurs, c'est qu'on sorte de l'UE. Tant Mhm. que nous serons dans l'UE, je ne comprends pas, il n'y a aucun agriculteur qui lui a dit, mais il y a 3 jours, vous avez signé un contrat avec le Chili. Le Chili va nous livrer des poulets qui ne voient jamais le jour, qui sont dans des souterrains, élevés dans des souterrains, C'est et carrément qui, au bout aberrant, quoi. de... C'est complètement aberrant, je veux dire. Ouais, Et c'est clair. voilà. Alors, par contre, tu as des pays où le ministre de l'Agriculture
Je pense à l'Italie, par exemple. Lui, il interdit les viandes synthétiques, de Bill Gates. Mhm. Et ce ministre, c'est facile de se rappeler son nom, puisque c'est Francesco Lollobrigida. C'est le neveu, tout simplement, de l'actrice qui est ministre de l'Agriculture. Et lui, il a fait une loi pour interdire les viandes synthétiques en Italie. Alors, qu'est-ce que font nos députés chez nous? Absolument rien. Que ce soit vraiment l'opposition ou la majorité, En- ça ne en- bouge en- absolument. alors en même temps, il faut savoir, enfin, je pense que tu le sais, que c'est que Macron, il n'a pas été là pour sauver la France, quoi. Il est quand même mis au pouvoir pour la faire tomber, et ça, on peut pas lui reprocher. Il le fait admirablement Ah, bien. il le fait très bien. C'est-à-dire que voilà, Il le fait très bien. Et alors, on revient, tu me permets de retomber sur les pieds avec le RSI, bien sûr. puisque le mandat de Tedros Ghebreyesus, figure-toi, se termine en mai 2027. Excellent. C'est Et le mandat de Macron se termine également en mai 2027. Donc, si tu vois où je veux en venir, il est promu pour prendre la tête de l'OMS. Et quand on voit comment il a pu appliquer leur plan pour la France, on imagine ce qui va devenir si vraiment il devient le directeur de l'OMS. Mais Jean-Michel, c'est un hasard, les dates. Fais gaffe parce qu'on va te prendre pour un complotiste. Dis- Dis-moi, juste pour rebondir sur un chapitre de ton livre, c'est au chapitre 11. En fait, au chapitre 11, qui s'appelle La conspiration ouverte. Okay, donc, il y a juste une phrase que tu démarres avec ça, c'est le directeur du FBI, Edgar Hoover, qui dit: l'individu est handicapé par le fait qu'il est confronté à une conspiration si monstrueuse qu'il ne saurait croire qu'elle existe. Ça fait peur, quoi. Venant du directeur du FBI. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, même si tu as pu voir dans l'introduction du livre comment il prépare les peuples, comment il nous prépare à ce qui va arriver. Par exemple, il y avait eu un film sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui explosait, et 2 ans après, c'est ce qui est arrivé. Il y a 2 ans, il y a eu un film sur un train de produits chimiques dans l'Ohio qui avait un accident, qui explosait qui répandait des produits chimiques partout. C'est ce qui s'est passé l'année dernière et dans la même ville que le film. Il y a un film Couvre-feu, par exemple, qui a été tourné en 98, qui est sorti en 99. C'était des attentats musulmans à New York avec 600 morts, etc. C'est ce qui est arrivé 2 ans après avec le 11 septembre. Bien qu'on pourrait revenir sur ce dossier aussi. Donc, il prépare les gens de manière à ce que ça puisse passer. Mais ça sert à ça aussi, hein, ces films de science-fiction, enfin entre guillemets, servent à ça. C'est une vraie manipulation psychologique, quoi. Tu vois. Exactement, on a eu pareil avec des virus, des films C'est avec ça. des virus et tout. Et là, ils sont en train de nous préparer également mentalement avec la maladie X, puisque le directeur de l'OMS n'arrête pas de dire qu'il faut se préparer avec la maladie X, qu'elle sera plus importante. Moi, je pense qu'on est tranquille pour 2024. Par contre, ils vont nous la faire pour 2025. Oui. Pourquoi? Alors Parce que après, 2024, il faut qu'ils signent le RSI. Une fois qu'ils auront fait passer leur RSI, ils seront tranquilles, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. après 2024, il y a aussi, il y a plus un problème économique, quoi, on est un peu dans le rouge. Ça sera pas trop le problème sanitaire de mon point de vue, mais oui, je pense aussi que une fois que le RSI sera passé, ce sera beaucoup plus facile. Tu décris aussi dans ce chapitre, à un moment donné, tu vois, tu dresses un état, ou plutôt un portrait de plusieurs personnalités et des institutions aussi, comme les Rockefeller, comme le groupe Bilderberg, qui d'après toi est certainement le plus puissant et qui date de 1954, ce que tu as mis. 53. 53, excuse-moi. 1953. Tu as évoqué aussi le Dolder Club, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et qui regroupe Beaucoup en ne fait. connaissent pas. Non, je connaissais pas du tout, et qui regroupe les PDG des Big Pharma. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment caché, mais tu dis que y a encore des sous-groupes à ça. Bien sûr, tu évoques Henry Kissinger, le très controversé Yuval Noah Harari. Hein. J'ai lu tous ses livres d'ailleurs en plus. Klaus Schwab, Jacques Attali, George Soros, enfin bref, et bien d'autres.
Et c'est clair que au premier abord, on pourrait croire qu'ils sont tous, enfin qu'ils se connaissent pas presque. Euh, Par contre, toi, tu parles dedans d'une pieuvre. Enfin, tu t'appelles ça comme ça. Enfin, c'est moi qui le traduis un petit peu comme ça, quoi. Je crois que tu le mets aussi dans ton livre. C'est une sorte de pieuvre. C'est comme si c'est une sorte de réseau, un réseau d'élite. Et donc, qu'il y aurait un regroupement de tous ces êtres avec un calendrier précis. C'est ça? Est-ce que tu pourrais peut-être le détailler un peu plus? Alors, c'est ce qui fait que j'ai rajouté depuis très longtemps au titre du livre. Oui. Parce que, effectivement, j'ai fait comme Philippe de Villiers, il expliquait justement pour la création de l'UE qu'il avait tiré le fil de la pelote et que tout était venu. Et j'ai fait pareil en repartant de la famille Rockefeller qui, au début du siècle précédent, n'étaient que des petits boutiquiers jusqu'à ce qu'ils achètent un puits de pétrole, deux puits de pétrole, trois puits de pétrole et qu'ils prennent le monopole du pétrole aux États-Unis pour lequel ils ont été condamnés par la Cour suprême d'ailleurs pour monopole. Donc ils ont revendu, ils ont redispatché avec différents noms, mais de toute façon, ça leur appartenait toujours. Donc ils ont pu créer leur fortune. Et puis ensuite, au début du siècle 1932, je pense, si mes souvenirs sont bons, ils ont créé la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller, elle a pris des parts dans toutes les universités médicales, Yale, Harvard, Johns Hopkins, etc. Et également dans tous les journaux, dans toutes les rédactions des journaux américains. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre le pouvoir. Ensuite, après la guerre de 39-45, ils ont pris en main la Société des Nations qui avait été créée à San Francisco. Ils l'ont transférée à New York en donnant le terrain pour construire et un demi-million de dollars pour construire le bâtiment. Et ils ont créé l'ONU. Et l'ONU, c'est devenu leur joujou. Et c'est l'ONU que j'appelle la pieuvre. Le général de Gaulle l'appelait le machin. Moi, je l'appelle la pieuvre parce que partant de cette pieuvre, partent tous les organismes qui nous causent des problèmes aujourd'hui. L'OMS, le FMI, le GIEC, c'est les Oui. gentils idiots écologiques corrompus, l'UNSCER, le GATS, la FAO, enfin bon, tout ça. La FAO, entre parenthèses, qui avait été créée il y a 70 ans pour réduire la faim dans le monde. On se demande ce qu'ils ont fait depuis 70 ans, puisqu'on a toujours 9 millions de personnes qui meurent, 9 125 000 personnes qui sont mortes de la faim en Ouais. 2022. Et dont 5 millions d'enfants, hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc l'ONU est devenue leur joujou et c'est eux qui manègent tout ça. Alors, tu as parlé de différents organismes. Effectivement, il y a les Bilderberg qui ont été créés en 1953 par le prince Bernard des Pays-Bas, le mari de la reine, qui, entre parenthèses, c'est intéressant de se renseigner sur son pédigré, était un ancien SS. On ne le mentionne pas, mais si on cherche, on trouve. Il y a le Conseil Foreign, le CFR, Council Mhm. Foreign Relations. Il y a il y a le Club de Rome, C'est ça. le Club Rome. Et dans tous ces organismes, on retrouve les Rockefeller, David Rockefeller, très, très souvent. Le Club de Rome, qui a été créé, dirigé par un monsieur que personne ne connaît, Maurice Strong. Enfin, moi, j'ai testé quand j'écrivais le livre autour de moi. Personne n'avait entendu parler de ce personnage. Par contre, tout le monde connaît le terme changement climatique. Et Et, ça, c'est- c'est de lui. et ça vient de lui. Ça vient de lui et c'est de 1950. Hein. En 50, la Fondation Rockefeller a dit qu'il fallait tabler sur la nourriture et sur le changement climatique. Voilà, donc c'est leur cheval de bataille. C'est lui qui a fait le, le salon de Rio en 1992 où le Mhm. président Chirac avait dit la maison brûle et on regarde ailleurs. Voilà, donc tout ça, c'est lui. Mais ce qui est surtout intéressant à savoir, c'est que ce monsieur était le maître aussi d'un certain Klaus Schwab, Ok. le maître des Diablos. Donc c'est pour ça que tu donnes le nom de la pieuvre. C'est-à-dire que, mine de rien, que ce soit sur n'importe quel continent, sur les 5 continents, il y a forcément des liens avec l'une ou l'autre de ces organisations, quoi, c'est ça? Aujourd'hui, Voilà, aujourd'hui en tout cas.
ils ont tous des liens entre eux. On retrouve Ou les des intérêts aussi plus, financiers, économiques, de plus voilà, pouvoir. Hmm. voilà. Il y avait également Kissinger qui chapeautait tout ça parce que Klaus Schwab, on croit que c'est lui qui dirige, mais il recevait ses ordres de Kissinger. Kissinger les recevait des Rockefeller. Kissinger a toujours été le fidèle serviteur des Rockefeller Oui. depuis le début. Voilà. C'est bien expliqué dans le livre d'ailleurs. Ouais, Et c'est ce que puis au-dessus j'ai des découvert. Rockefeller. En fait, ça, j'ai découvert avec toi, en vrai. Tu vois, je l'ai vraiment découvert avec toi dans ton tome 2, quoi. Oui. Hormis. Il y a certaines familles qui dirigent le monde. Bien sûr, il y a les Rockefeller, il y a les Rothschild, il y a les Orsini, il y a les Bush, les Clinton depuis très longtemps. Voilà, on parle toujours des 300 familles. En réalité, il y en a une quinzaine. Il y en a pas tant que ça, ouais. Il- Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. tu Donc, publies ce dans qu'il ton faut livre. savoir, c'est Excuse-moi. Vas-y. non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même 8 milliards et eux, ils sont 3 000, 5 000. Donc, on pourrait aussi apprendre à dire non Hmm. à tout ce qu'ils vont nous imposer. Enfin, pour pouvoir dire non, il faut d'abord sortir de l'illusion enfin, du monde tel qu'il est, sortir de la manière dont on voit le monde marchand, ne plus avoir peur de l'argent, arrêter d'être une victime du monde, et puis surtout ne, enfin, reprendre son pouvoir en main et être congruent avec ce que l'on fait, reprendre son pouvoir et redevenir souverain de sa vie, peu importe les conséquences. Je pense que c'est ça le message le plus important quand même. Oui, mais comme je l'explique dans l'introduction, le chapitre d'introduction, tu as Stanley Milgram qui a expliqué, qui est psychologue, qui a expliqué que 80% de la population n'est pas capable de dire non. Et- 80% de la population suit et obéit bêtement à mais toutes c'est la les peur, injonctions hein. gouvernementales. Jean-Michel, c'est juste la peur, et la peur, elle vient de l'ignorance. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est que la peur vient de l'ignorance et que plus on met les gens dans l'ignorance, et le pire, et moi ce que je trouve absolument aberrant, c'est que autant, tu vois, par exemple, pendant la période Covid, il y a eu des informations qui ont circulé, et puis j'ai l'impression que depuis, les gens n'ont plus rien envie d'entendre sur tous les réels complots du monde. C'est comme s'ils ont été submergés, ils ont été pris de court, et il y a une forme de déni. Mais c'est vraiment dangereux parce que ça les rend encore plus ignorants de ce qui est, donc du monde qui nous entoure, et donc plus manipulables. Parce que c'est le jour où ça va nous tomber dessus. Tu sais, ça va être comme la crise sanitaire, ça va être comme une météorite, et à un moment donné, tu te réveilles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, il sera trop tard, quoi. D'autant plus qu'on est prévenu de ce qui va arriver. Oui. Bah, On le sait, il nous informe. Par exemple, cette pandémie, cette injection qui a été faite et qui ne sert que finalement que pour la dépopulation, puisque bon, on a vu, ça n'empêchait pas d'attraper la maladie, ça n'empêchait pas de transmettre, ça n'empêchait pas de mourir. Bon, voilà. Donc c'était pour autre chose. Il y avait autre chose. Et effectivement, tous les gens qui ont été injectés ont un code MAC maintenant. Si vous avez des vieux téléphones, je dis vieux parce que 2017, 2018, c'est bon, après, c'est plus bon. Vous allez au restaurant, n'importe où, au cinéma, vous branchez votre Bluetooth et vous allez voir des codes qui s'affichent. Ce sont les codes des vaccinés. Tous les gens vaccinés ont des codes. Donc, ça servait à ça. D'ailleurs, Yuval Noah Harari le dit, et j'ai mis 4 ou 5 interviews de lui dans le livre, parce qu'en plus, il se répète, donc c'est pas une erreur, et il le dit vraiment, nous avions besoin du Covid pour justement injecter les gens. Voilà. Bon, ça va nous ramener au chapitre sur l'armée américaine tout à l'heure. Mais donc, et je veux dire par là qu'ils annoncent ce qu'ils vont faire. Par exemple, aux États-Unis, tu avais un monument qui s'appelait les Georgia Guidestone, qui a été créé en 1980. Qu'est-ce qui était indiqué dessus? Qu'il fallait réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Il y avait marqué ne soyez pas un cancer pour la Terre, et il faut réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Donc, c'est annoncé depuis très longtemps. Pourquoi je parle au passé? Parce que ce bâtiment a été dynamité en juillet de 2022. Oui, c'est Mais récent, ouais. en 1995, il y a également eu une grande conférence à San Francisco avec Mikhail Gorbatchev, Margaret Thatcher, Bush, père, Ted Turner, Bill Gates, bien sûr, où ils ont repris en indiquant qu'il fallait
réduire la population à 500 millions d'habitants. Donc, on le sait ce qu'ils veulent faire. Il y a même eu en 91 un document que j'ai là qui décrit ce qui constitue le nouvel ordre mondial. Toutes les nations se voient attribuer des quotas annuels de réduction de population. Incroyable. L'information, elle est là, elle circule. Le problème, c'est que jamais depuis le début de l'humanité, on a eu la possibilité de s'informer et jamais on a eu autant de gens qui s'en foutent. Il y a C'est pas ça. d'autre terme. Les gens ne cherchent pas, tant qu'ils ont mangé dans leur assiette, qu'ils ont leur bouteille de bière et qu'ils peuvent regarder leur match de foot, ça y est, ils sont contents. C'est ce que dit, entre parenthèses, Yuval Noah Harari, quand il dit on les tient avec des jeux et avec des médicaments, des drogues. Et puis du divertissement, voilà, tu t'amuses. Et d'ailleurs, tu sais que même moi, dans ma branche, hein, pour pouvoir passer des messages, c'est plus facile de passer un message en faisant rire les gens qu'en étant sérieux. C'est-à-dire que si tu es sérieux, si tu es vraiment sérieux sur un sujet sérieux, on t'écoute plus, quoi. Alors que si tu déconnes un petit peu, tu fais rire les gens, eh ben, on t'écoute et ton message, il passe. C'est quand même grave que durant ces 2 dernières années, si tu veux, la plus grande claque reçue par les gens, c'est pas de s'interroger sur ce que les puissants tiennent leur agenda pour nous détruire, mais qu'ils en aient rien à faire, quoi. Tout à fait. Bah, enfin, je voudrais rebondir aussi là sur le fait que tu dises que tout était écrit. À un moment donné, dans ton livre, là, tu fais, alors, tu mets un petit bout d'article, enfin, du livre de Jacques Attali, du dictionnaire du 21e siècle. Donc, ça a été sorti, je crois, en 97 ou en 98. Donc, enfin, c'est quand même bien avant. Et il marque dedans. Alors, attends, parce que j'ai mis mes notes ici. J'en ai mis tellement que je sais même plus laquelle il faut prendre. Voilà, ici. À la page 117. Il soutient que par le jeu du nomadisme des personnes, des marchandises et les espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. Par exemple, le virus H5N1 pourrait se révéler tout aussi dangereux que celui de la grippe qui, au cœur de l'hiver 2021, tuera 40 millions de personnes. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps de nomadisme et la démocratie. C'est de l'épidémie, écoute bien, écoutez bien quand même, c'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale. En fait, et c'est écrit en 98. Et tu mets un article publié en 2009 dans l'Express, où il finit, donc c'est toujours Jacques Attali, hein, l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. On viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Donc, il y a l'article qui est là de l'Express, donc tu as juste mis une copie. Donc, comment, d'après toi, se construit ce gouvernement mondial, puisque c'est plus une illusion, c'est plus un rêve. Et est-ce que tu penses qu'il existe quand même déjà, ou alors est-ce qu'il aurait une chance de voir le jour, alors qu'on sait, par exemple, qu'on en a parlé tout à l'heure, la Chine, la Russie et d'autres pays d'Asie, ben, ils ne sont pas très enthousiastes en fait à ces idéologies. Non, eux ne sont pas très enthousiastes, mais tous les pays qui sont avec les États-Unis marchent à fond dedans. Bien sûr que la Russie, l'Inde, la Chine, tous ceux qui font partie des BRICS, finalement, C'est ça. euh, voilà, Alors, il y a deux camps. voilà, donc tu penses, moi c'est ce que je pense personnellement, donc c'est juste mon point de vue personnel. Attendez, ça a rien de, ça, voilà, c'est juste mon point de vue, Mika, Deniso, voilà, chez moi, dans ma tête. C'est juste que on va vers un monde à deux vitesses en fait. C'est-à-dire Oui. qu'on se dirige dans un monde vraiment où il y aura deux poids deux mesures et que même pour voyager d'un état à un autre, ça risque d'être difficile à un moment donné. Oui, mais si tu regardes ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ils sont déjà en avance sur leur milliard, presque 400 millions d'habitants. Ils sont dedans. Tu sais il y a plus de 120, non, je sais plus, attends, je ne voudrais pas dire de bêtises. Enfin, il y a une caméra pour deux habitants Ouais, c'est en ça. Chine. Donc, il y a 600 millions de caméras. Ils ont des caméras qui sont capables de reconnaître un individu même de dos. Tu Mm. imagines? Donc, et les gens, s'ils ne sont pas dans les clous, s'ils font pas ce qu'il faut, euh, bah, ils peuvent plus voyager, ils peuvent plus travailler, ils peuvent pas avoir de crédit
Oui, de créer sa Il y en balance. a même qui peuvent pas rentrer chez eux le soir. Il y en a même qui peuvent pas rentrer chez eux le soir. Il faut regarder un reportage qui a eu lieu sur la 5 et qui était très, très intéressant. C'est un peu ce qui nous attend. J'en parle à la fin du livre dans la conclusion avec les smart city aussi. Mais ça fait peur, hein, parce que ça prend une ampleur dans le monde entier, hein. Nous-mêmes ici à Bali, et il y a quelques mois, les caméras ont envahi l'île, en fait, même sur les plages, hein. Voilà. Et nous, à Paris, ils sont en train d'en mettre plein, justement, Ouais. avec comme excuse les JO. Et je pense bien qu'elles ne seront pas enlevées. Ouais. Et donc, non, non, je pense que c'est bien en route, leur truc. Et si tu veux, Klaus Schwab, qui est un des pions les plus hauts dans le système, a placé ses pions, ses propres pions, et il s'en vante. J'ai mis des interviews dans le livre, d'ailleurs. Il a bien placé Macron, il a placé Rachid Sunak en Grande-Bretagne, il a mis Justin Castro Trudeau au Mm. Canada. Pourquoi Castro? Parce que c'est son père et qu'il n'a pas de chance. Plus il vieillit, plus on voit la ressemblance avec son père. Il avait placé celle de Nouvelle-Zélande, Jacinda en Nouvelle-Zélande. Enfin, il place tout le monde d'ailleurs. Il le dit dans une interview quand il arrive dans le bureau de Canada de Justin Trudeau. Il connaît tout le monde, c'est lui qui les a mis en place. Donc tu vois bien que tout est verrouillé. Et j'ai d'ailleurs mis une interview de Monsieur Asselineau dans le livre qui explique que tous ces jeunes il avait placé Kurt aussi en Autriche, que tous ces jeunes qui sont placés par Schwab n'ont aucune compétence quoi, pour diriger les pays. Et puis alors là, bah, Mais c'est pour ça qu'ils sont placés. C'est pour ça qu'ils sont placés. Justement, c'est pour pouvoir mieux tout à l'heure des Bilderberg, eh ben, tu vois la promotion Bilderberg, puisque nous avions un ministre qui a été invité au dernier Bilderberg en juin dernier à Madrid, qui dès le mois de juillet s'est retrouvé ministre de l'Éducation nationale et qui aujourd'hui, 6 mois après, se retrouve Premier ministre à 34 ans. Oui. On voit bien qu'on marche complètement dans la tête. C'est un gars qui a jamais travaillé de sa vie. Il est sorti de l'école, il a eu la chance de sortir avec la fille d'une ministre, Marisol Touraine, donc il s'est retrouvé conseiller de la ministre à 6 000 balles par mois. Et puis, bon, bah, après, il l'a largué pour un autre parce que c'était plus intéressant pour rentrer à la REM, pour être copain avec Elle est pas Macron. belle la vie, hein? Mais il a aucune compétence quoi, pour diriger la France. Soyons sérieux quand même. Là, on le voit bien avec les agriculteurs, les discussions qu'il a avec les agriculteurs. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. S'ils veulent leur faire plaisir, il n'y a qu'une seule chose. Pour, pour répondre aux besoins des agriculteurs, il faut sortir de l'UE. Tant qu'on restera dans l'UE, on ne pourra rien faire. À voir. Dis-moi, juste pour finir, Jean-Michel, tu m'as parlé au départ Enfin, ton tome 2, c'est ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Et dedans, enfin, dès le départ, hein, juste après parler des vaccins, tu parles, enfin, même pratiquement au début, tu parles de l'armée américaine, en tout cas de l'implication de l'armée américaine depuis très longtemps, puisque ça date des années 1920, etc. Est-ce que tu peux juste nous dire deux petits mots? Euh, Ben, j'ai fait un chapitre justement après le chapitre vaccin, j'ai un ça, chapitre ouais. sur l'armée américaine, puisque c'est eux qui sont en main avec cette fameuse injection. Oui, ben, j'ai mis les notes de bas de page hein, pour que les gens puissent vérifier. C'est le DARPA, effectivement, qui a créé cette injection, mais qui fait plein d'expériences depuis des années. On a eu l'expérience MK2 depuis il y a 50 ans déjà, qui faisait des manipulations des cerveaux et tout. Et donc, bon, bah, ils ont créé cette injection, ces produits pour connecter les gens. Hein. Dans le tome 1, j'avais mis le brevet de Richard Mhm. Rothschild, qui était un brevet qui s'appelait Covid-19 et qui a été déposé le 13 octobre 2015. Il y est plus d'ailleurs, hein, parce que moi, quand tu l'avais mis dans le tome 1, j'avais pu le télécharger, enfin le faire un screenshot. Et quand maintenant il y est plus en ligne, tu le retrouves plus. Il n'est plus en ligne. Il Ouais, n'est plus en ouais. ligne. Moi, j'ai réessayé. On tombe sur Mais, une mais, 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 recette. mais
sur le tome 1 de mémoire, tu avais fait, alors de mémoire, je suis même pas sûr, mais je crois que tu avais fait un screenshot et tu l'avais mis dedans, je crois, hein. Oui, oui, et C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. je l'ai Oui, remis dans le et tu l'as tome remis 2 dedans. du fait Mais quand j'ai été le revoir, voilà, c'est ça. C'est que dans le tome 1, je l'avais vu, et dans le tome 2, tu l'as remis, j'ai été le revoir et tu le trouves plus. Le lien, il n'existe plus. on ne le trouve plus. Et pourtant, il était très précis sur le dépôt, il expliquait que justement, avec cette injection et les smartphones, on allait pouvoir contacter les gens, savoir comment ils allaient, s'ils attrapaient la Covid, etc., etc. Mais il faut savoir quand même qu'il existe un lien. Alors, je pourrais vous le donner. Il faudrait que je vais appeler mon webmaster. C'est lui qui me l'avait donné. Il y a un lien spécial où on peut retrouver Internet jusqu'à 30, enfin, jusqu'à ce que ça existe 15 ans en arrière, 20 ans, etc. C'est-à-dire que tout ce qui était affiché, moi j'ai pu retrouver des sociétés que j'avais il y a 20 ans, qui n'existent plus aujourd'hui sur le web et que tu peux retrouver. Et donc je vais lui demander et je mettrai ça dans la description. Si je ne trouve pas, ben, je vous dirai sorry, je ne l'ai pas. Mais je vais lui demander parce qu'il me rappelle, il y a 6-7 ans, il m'avait donné ce lien-là et j'avais pu retrouver. En fait, ce sont les archives. C'est beaucoup plus long à charger par contre, hein, mais on retrouve les archives. Et peut-être que maintenant que j'y pense, on pourrait retrouver des informations comme ça. Mais ce qui est important de savoir pour ceux qui nous regardent, c'est que le mot Covid-19 Oui. n'a été inventé qu'en mars 2020 par le fameux Tedros Ghebreyesus. Donc, comment un certain Richard Rothschild a pu déposer un brevet 5 ans avant? C'est ça. Voilà, c'est ça qui est très, c'est ça, 4 ans, oui, 5 ans avant, c'est ça qui est très intéressant quand même. Ce qui prouve bien, et c'est pourquoi dans le premier livre, j'appelais ça une pandémie, Mhm. parce que c'est prévu depuis très longtemps. Et donc, si on en revient aux militaires qui ont créé ça, d'abord sur le site du DARPA en 2012, c'est indiqué qu'ils font des vaccins, qu'ils étudient les vaccins à ARN messager. Or, on sait que les vaccins à ARN messager ne fonctionnent pas. J'ai repris une page du livre de Alexandra Orion-Côte qui l'expliquait que depuis 20 ans qu'ils essayent de faire des vaccins pour différentes maladies, une dizaine de maladies, ça n'a jamais fonctionné. Mhm. Donc, il n'y avait aucune raison que pour cela, ça fonctionne. Et voilà, mais par contre, ce qu'ils avaient besoin, c'est injecter les gens. Donc, il fallait qu'ils passent, évidemment, c'est pas l'armée qui pouvait injecter les gens, donc il fallait qu'ils passent par des laboratoires. Je rappelle que Moderna n'a jamais rien commercialisé avant cette injection, avant ce qu'ils appellent le vaccin. Ils n'ont jamais reçu la moindre autorisation pour aucun de leurs produits. Je rappelle que Pfizer a plus de 10 milliards de pénalités, d'amendes pour charlatanisme, pour fausses déclarations, etc. Et c'est à ces gens-là qu'on a donné le droit de Et le vacciner. pouvoir, ouais, ouais. De vendre des tonnes et des tonnes de vaccins. Ouais. Voilà, donc bon, ça va plus loin dans le sens où il y a aussi un chapitre sur le graphène, hein. C'est le graphène d'ailleurs qui permet de connecter les gens. Les gens qui ont un code, c'est par le graphène. Le graphène, c'est 6 neutrons, 6 protons, donc c'est 666. Vous pourrez aller découvrir tout ça dans le tome 2. Ne leur pardonnez pas d'eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, depuis très longtemps, est-ce que tu as un nouveau projet de livre, Jean-Michel? Est-ce que tu es en train d'en préparer un autre? Parce que... Oui, oui, toujours dans les mensonges, puisque moi je suis passionné par les mensonges d'État, parce que vraiment, ils ont un culot pour mentir au peuple fabuleux. Donc je suis sur un autre sujet. Mon éditeur m'avait demandé s'il y avait un tome 3, j'y avais dit non. Ça va, ça suffit, parce que sinon on va faire un livre sur chacun des chapitres. Moi, j'ai de la documentation. Donc il n'y aura pas de tome 3. Et au fur et à mesure où j'avance dans ce livre, bah, je me rends compte que finalement, c'est la continuation. C'est un livre sur la guerre de l'OTAN contre la Russie Ouh. sur le dos de l'Ukraine et sur le dos des Européens, bien sûr. Et finalement, oui, c'est la continuation. Tu vas encore nous sortir des monstres comme ça ou ça va être beaucoup plus léger? Non, il faut que je fasse plus petit, il faut que je fasse plus court. Je vais te dire pourquoi, parce que les journalistes n'ont pas le temps de lire 700 pages. Ah, c'est ça, ouais. Donc, Bon, je me suis engagé à faire 400 pages maximum. Mais ça je va, vais avoir du c'est bien. travail parce que déjà, pour l'introduction, Il va falloir synthétiser j'ai ça. énormément non, j'ai énormément de documentation
pour remettre la vérité en place, tout simplement. En tout cas, voilà, donc si vous voulez continuer à vivre en pleine... Oui, Si tu veux, on nous ment sur cette guerre, c'est effarant. Par exemple, les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde, dispatchées dans le monde. La Russie en a une en Syrie et la Chine en a 5. Donc, on voit bien tout de suite l'expansionnisme des Américains, quoi. Voilà. Et bon, avec les accords qu'il y avait eu en 91, avec la chute du mur de Berlin en 89, etc., les accords avaient été qu'il ne devait plus y avoir de nouvelles bases en Europe. Or, ça n'arrête pas. Ils n'ont jamais arrêté de créer des nouvelles bases en Europe. Et encore dernièrement, la Suède est rentrée dans le temps, la Finlande. Enfin bon, c'est. on attend l'autre livre avec impatience. Donc, si vous voulez vivre dans votre monde, mais avec les yeux ouverts, c'est-à-dire être conscient de ce qui se passe autour de vous et peut-être pour certains en vous, je vous invite fortement à lire Ne leur pardonnez pas d'eux, ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps de Jean-Michel Jacquemart-Festin aux éditions Nouvelle Terre. Ne le lisez pas juste après avoir mangé, surtout pas. Soyez à jeun le matin au réveil, c'est le mieux. Voilà, ça c'est un bon conseil. Prenez de quoi noter, prenez de quoi sticker et puis ayez un ordinateur pas très loin pour aller regarder les sources. C'est une source d'inspiration aussi en même temps. Jean-Michel, merci pour tout. Merci d'être venu en tout cas parmi nous. Merci encore pour cette œuvre et merci aussi pour l'autre. Allez sur le site de l'éditeur, vous allez les trouver. Et puis on se retrouve, j'espère, bientôt pour parler de la nourriture parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Hein. Bon, moi qui fais très attention à ce que je mange, qui suis en plus vegan, donc tu as mis des photos de Beyond Meat, etc. Enfin, tout ce qui est... Et j'ai pris cher là. Et donc, j'aimerais bien vraiment qu'on se retrouve si ça ne te dérange pas et qu'on puisse avoir une discussion autour de ça, quoi. Avec plaisir. Merci beaucoup. À toi. Voilà, donc vous avez tous les liens si vous voulez trouver le livre, rencontrer Jean-Michel sur son site. Vous avez les liens dans la description, dans les premiers commentaires. Et si vous ne les trouvez pas par hasard, vous contactez Kali à support@solinamind.com, support@solinamind.com, et Kali se fera un plaisir de vous partager ces liens. Sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à plus tard dans la vie. En 2022, il y a donc 2 ans maintenant, j'ai fait sa connaissance en pleine crise pandémique. C'est un journaliste hors pair, indépendant, un journaliste aussi authentique, comme il en existe encore peu aujourd'hui. Et pour ceux qui le connaissent, vous allez le reconnaître. Il a dénoncé la crise sanitaire, bien sûr, il a dénoncé Tchernobyl, il a dénoncé Fukushima. Et on a fait une interview ensemble il y a à peu près 1 an et demi, à peu près de ça. Et il nous raconte que ça a été très difficile d'ailleurs pour lui, puisqu'il a eu des menaces, des attaques, du chantage. Et pendant la crise de 2020, il a sorti son premier ouvrage, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, aux éditions Nouvelle Terre. Et vous savez quoi ? Eh bien, il revient nous voir avec son nouveau tome, encore une Bible. Ne leur pardonnez pas 2. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très très longtemps. Et comme il aime le dire, cette fois-ci, il a tiré le fil rouge sur ce qui se passe dans notre société, en tout cas, ce qui se joue devant nous, mais que peu de personnes perçoivent. Dans ce tome 2, il écrit un chapitre sur les effets secondaires de l'après-vaccin. Il écrit aussi un chapitre sur sa conception. Un chapitre qui est vraiment incroyable, c'est sur l'implication de l'armée américaine depuis le début de notre siècle, dans les années 1914 ou 1920, un truc comme ça. Il dénonce l'organisation qui veut du bien au peuple, surtout prendre soin de notre santé, je nomme l'OMS. Il aborde un sujet aussi difficile que la surmortalité, la mortalité néonatale, le climat, les médias, ce qui se trouve dans notre nourriture qui m'a juste laissé sans voix, à tel point qu'un soir, je l'appelle et je lui dis que moi-même qui suis vegan,
que ça va être difficile de continuer à manger après ce que j'ai découvert ici. Et aussi un passage assez fulgurant sur comment toute une pieuvre s'est construite en silence depuis des générations pour garder le contrôle du monde. Bref, un autre volume, il est ici, aux éditions Nouvelle Terre. Ne leur pardonnez pas d'eux. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Bonjour Jean-Mi. Bonsoir Mika et bonsoir à tous. Ben, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver parmi nous, encore une fois. Ouais. Moi également. Tu nous as fait un sacré cadeau là. Quand même, hein. Je sais plus où mettre mes notes tellement il y en a. C'est une source d'inspiration, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Alors dis-moi, d'abord pourquoi est-ce que tu as fait ce tome 2? Ben parce que tout d'abord, je continue à recevoir des informations, bien sûr, j'ai mes réseaux. Parce que certains professeurs ont été vraiment vilipendés, comme professeur Raoult, pour ne pas le nommer. Dans le premier livre, j'avais fait un chapitre sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine, en expliquant d'ailleurs ce qui s'était passé en Inde, puisque moi j'ai eu la chance de vivre 5 ans en Inde. Et donc l'Inde, ce sont des États fédéraux, c'est-à-dire que chaque État fait ce qu'il veut. Alors effectivement, l'OMS avait interdit l'ivermectine, mais il n'y a que 2 États qui l'ont interdit, 2 États du Sud, le Tamil Nadu et le Kerala. Et les autres États l'ont utilisé en prophylaxie. Et on a pu voir le résultat, puisque au 30 août 2020, le Kerala, qui ne représentait que 3% de la population indienne, avait 50% des cas de Covid. Et au nord-est, l'État du Uttar Pradesh, qui lui a 240 millions d'habitants, au 30 septembre de la même année, c'est-à-dire un mois plus tard, avait 199 cas de Covid sur 240 millions d'habitants. Donc, ils ont d'ailleurs eu les félicitations de l'OMS. Ça n'a pas été retranscrit dans les journaux français, anglais ou américains, mais dans les journaux indiens. Et donc, c'était la preuve que ça fonctionnait bien. Depuis, je suis revenu dessus parce que aujourd'hui, pour l'ivermectine, on a 98 études avalisées par les pairs dans le monde qui reconnaissent bien sûr que l'ivermectine fonctionnait. Et on en a 402 sur l'hydroxychloroquine, avalisée par les pairs, réalisée avec 4600 scientifiques, qui prouvent que l'hydroxychloroquine fonctionnait très bien. Et j'ai la chance que l'IHU de Marseille me fasse passer trois études. C'est le bras droit de M. Raoult, le professeur Philippe Parola, qui me les a envoyées. Il y en a une, elle est un peu compliquée, mais les 2 autres, elles sont assez faciles à expliquer. Donc, elles sont dans le livre et elles démontrent bien ce qui s'est passé dans les pays qui ont vacciné et les pays qui n'ont pas vacciné, entre autres l'Afrique, qui a soigné avec l'hydroxychloroquine. En Afrique, il y a seulement 2 pays qui ont vraiment beaucoup vacciné, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Et on voit bien la différence entre ces 2 pays et les autres pays africains. Donc, je trouvais important de revenir dessus en commençant par ces nouvelles données. Et puis, j'ai terminé le chapitre avec une donnée une étude sur le risque des masques qui a été avalisée par les pairs, qui a été mise par le Lancet et qui a été retirée 3 jours après parce qu'évidemment, ça dérangeait beaucoup. Bien sûr. Alors, quand même, dans ce tome 2, c'est vrai que tu ne parles pas que du vaccin, tu ne parles pas que du Covid. D'ailleurs, ça représente que 1/4 du tome, puisqu'il y a tout un chapitre en fait sur tout ce qui se joue dans notre société. Mais avant de venir là-dessus, c'est comment est-ce qu'on écrit ce genre de livre? Parce que en plus de nous donner des informations, tu mets énormément, d'abord, tu cites toutes tes sources. Et ce qui nous permet, en tout cas, pour le lecteur aguerri qui veut prendre un peu le temps, en tout cas, c'est ce que je fais. Tout ce qui m'intéresse, je vais les chercher. Alors, c'est dommage qu'on peut pas cliquer directement sur le livre, tellement il y en a. Mais tu retournes et c'est incroyable, quoi. Et je veux dire, comment est-ce que tu trouves les bonnes infos? Alors, déjà, je mets les sources pour que les gens puissent actualiser. Parce que, bon, le livre, je l'ai terminé au mois de septembre, au mois d'août, mais finalisé parce que jusqu'au dernier moment, j'en rajoute, aux grandes dames de mon éditeur qui s'arrache les cheveux. Il faut que les gens puissent actualiser. Quand je parle de la mortalité, de la surmortalité dans les pays,
la baisse de natalité, il faut que les gens puissent voir aujourd'hui. Donc, il y a un site, Our Data World. Là, ils peuvent voir au jour le jour, depuis 2-3 ans, ce qui s'est passé dans les pays. Donc, c'est très important que les gens puissent voir par eux-mêmes. Parce que s'ils écoutent les médias français, on leur ment en permanence. On voit rien. Voilà, voilà. Mais à ce sujet, il y a un site qui est très, très bien, c'est The Journal, ZE Journal. C'est un site qui traduit des articles étrangers. Il traduit des articles anglais, américains, canadiens, néo-zélandais, australiens. Et là, vous avez vraiment une bonne information. Donc, comment on écrit un livre comme ça? Euh, c'est surtout 700 pages en 6-8 mois. Bien écoute, c'est très simple. Avant de me préparer, déjà tous les jours, je fais mes méditations et puis avant d'écrire, je fais mon ancrage. Voilà. Et puis, je demande là-haut qui m'aide. Voilà. Et les informations viennent. Si je bute sur quelque chose que je trouve pas, l'information arrive le lendemain. Voilà. Je me pose pas de questions. Je travaille comme ça. Oui, mais pourtant, là c'est que ok, tu es connecté en direct, mais tu as quand même des informations très concrètes, avec des sources très concrètes que l'on peut visiter, que l'on peut observer. Et donc ça, il faut bien les trouver, il faut bien les chercher, ça. Tu as dû voir que ce livre, il est en hommage à 2 personnes aujourd'hui disparues. Tout d'abord, mon amie Sylvie Simon, qui a énormément écrit de livres sur les vaccins et sur les laboratoires médicaux, puisque Isabelle Adjani, qui elle est absolument contre les vaccins dont les enfants ne sont pas vaccinés, aucun vaccin, avait dit de Sylvie que c'était une résistante, une grande résistante. Et puis le livre est aussi en hommage à Claire Séverac. Je pense que quand j'écris sur les vaccins, en tous les cas, elles sont pas très loin de moi. Donc ça t'aide. Donc tu es inspiré, tu arrives à trouver ton chemin plus facilement et les sources Voilà, avec. exactement. Tant qu'au reste du livre, bien sûr, eh bien, j'ai pris mes informations donc sur le site que j'ai donné. Toujours, j'ai continué avec des sites gouvernementaux, bien sûr, hein, le VAERS, le CDC, l'OMS. L'ONS, je pouvais encore continuer sur l'ONS, c'est-à-dire l'Office National of Statistics, ne pas confondre avec Avec l'OMS, l'OMS, ouais. l'Office mondial satanique. Sur le ministère canadien de la Santé, sur le John Hopkins. Seulement, le problème, c'est que le John Hopkins, depuis le mois de mars de l'année dernière, il ne fait plus les mises à jour. Que l'ONS anglais, qui nous sortait des statistiques toutes les semaines, a commencé à les sortir tous les mois. Que le ministère de la Santé canadien, qui sortait également toutes les semaines et passait tous les mois, aujourd'hui, il passe tous les trimestres. L'ONS anglais ne donne plus l'état vaccinal des décès, parce que 18% des décès sont des gens qui ont vacciné 3 doses, 4 doses. Donc, il donne plus les résultats. Donc, ça devient quand même de plus en plus difficile d'avoir une bonne information. Ouais, C'était plus facile pour le tome 1. Le tome 2, ça a été, mais il pourrait pas y avoir un tome 3 parce que les informations ne passent plus. Ouais. Si tu es d'accord, Jean-Michel, parce que quand même, vu la somme d'infos qu'il y a dans ton second tome, j'aimerais que si on pouvait se concentrer sur le calendrier 2023-2030 et principalement sur celui du RSI de l'OMS qui est prévu en juin, je crois. Et puis, en même temps, j'aimerais peut-être... Enfin, on pourra quand même se retrouver, hein, si tu aimes bien la chaîne ici, pour traiter d'autres chapitres, comme par exemple la nourriture qui me tient à cœur aussi, mais ça on pourra le faire dans un second temps. Ok ? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RSI, c'est le Règlement sanitaire international. Alors, je traduis en français. C'est l'art et la manière de décider à votre place de comment vous devez vous soigner et, si possible, que cela soit identique dans le monde entier. Hein, je pense que j'ai donné une bonne définition de RSI. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en parler et surtout nous dire ce qui se cache derrière ce qui paraît être la solution pour nous sauver des prochaines conséquences de maladies globales? Alors déjà, le RSI, il existe depuis 2005. Ils l'ont créé après le H1N1. Le problème, c'est que cette année, ils veulent créer un nouveau RSI parce qu'ils se sont bien aperçus
qu'avec la pandémie de Covid, il y avait eu beaucoup de récalcitrants, beaucoup de gens qui ne voulaient pas suivre leurs indications. Donc là, ils sont en train de faire un nouveau RSI qui va être désastreux pour nous, pour les peuples. Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, va devenir le maître du monde, puisque les lois qui vont sortir de ce RSI vont passer par-dessus les lois des pays. C'est-à-dire qu'il pourra décider que tel pays il a une pandémie, il ferme le pays, et les gens, les politiques du pays n'auront pas leur mot à dire. Alors, ça commence bien sûr à ne pas plaire à tout le monde. Les députés américains au Congrès ont lancé une enquête sur l'OMS. Les députés anglais du Parlement anglais ont dit qu'il n'était pas question que les lois passent par-dessus les lois anglaises. Mais tous ceux qui nous écoutent peuvent voir qu'en France, personne ne bouge, que ce soit les députés de la majorité relative ou de l'opposition, personne n'aborde ce sujet. Et c'est pourtant très, très grave, très, très important, puisque l'OMS va devenir finalement, il faut quand même le reconnaître, le bras armé du gouvernement mondial. En fait, là quand tu parles de lois qui vont prendre le dessus sur les lois des pays, on est bien d'accord, ce sont les lois sanitaires uniquement. Oui, c'est tout ce qui va décider, les confinements, les vaccinations obligatoires. Par exemple, ce qui est dans les tuyaux, c'est que, d'ailleurs, Tony Blair l'a dit au dernier Davos l'année dernière, enfin le 23, pas celui de cette année, que les gens devraient avoir un carnet vaccinal sur eux à jour et pas en papier. Pas en papier, parce que ça peut être modifié. Donc, ce qui signifie qu'ils vont pucer les gens avec un carnet vaccinal. Et alors, il y a aussi des accords avec les compagnies d'aviation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si, quand vous passez pour prendre votre avion, vous n'êtes pas à jour de vos vaccinations, eh ben, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas quitter le pays. Ça, il va quand même y avoir, à mon sens, il va quand même y avoir une transition dans le sens où, avant d'être pucé sous la peau, il va y avoir des carnets vaccinales électroniques via les téléphones, sur les clouds, des choses comme ça, quoi. Oui, mais c'est à ça qu'ils veulent arriver, justement. Mais ça va aller très vite. Si les gens ne réagissent pas, si les peuples ne se réveillent pas, ça va aller très vite, parce que tu as dû voir que quand même, ils ont peur. Ça commence à bouger un peu partout. Donc, ils accélèrent leur mouvement, leur plan 2030, ils accélèrent vite. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, c'est vrai, il y a tout un chapitre sur le RSI. Il a été étudié par un juriste américain et il dit que c'est complètement ahurissant parce que ça viole des traités mondiaux, ça viole le traité de Vienne, entre parenthèses, et d'autres. Il y a des procédures qui sont totalement illégales et pourtant, il y a de grandes chances que ça passe si les pays ne bougent pas. Il faut aussi savoir que l'OMS, bon, bien sûr, il y a le patron Tedros Ghebreyesus, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir sur Wikipédia qui est cet énergumène. Alors, entre autres, c'est un ami de Bill Clinton et de Bill Gates, mais c'est surtout dirigé par 34 personnes. Il y a 194 pays à l'OMS, effectivement, mais c'est dirigé par 34 personnes. Ces 34 personnes sont des représentants des laboratoires pharmaceutiques. Donc on en saura plus au mois de juin, c'est ça, hein, parce que normalement la loi devrait être votée ou pas au mois de juin, c'est ça? Voilà, pendant la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui aura lieu du 28 mai au 3 juin. Ou 3 juin, ok, d'accord. Donc, affaire à suivre. On se retrouvera à ce moment-là. Justement, on parlait de Davos. Davos, c'était fin janvier. Hein. Oui, c'était du 19 au 23 janvier. C'est ça. Et donc, ça a tourné principalement, bien sûr, autour du transhumanisme, autour de l'IA. Hein, c'est ça qui était vraiment... je ne sais pas si tu as suivi. En tout cas, moi, j'ai suivi. Et ça serait quoi ta position à toi, justement, pour pas se faire prendre au piège? Là, tu parlais justement de se faire pucer avec un carnet électronique, enfin même plus électronique, c'est directement dans le cerveau. Et je sais pas, ça serait quoi cette position pour justement ne pas se faire prendre malgré nous? Et peut-être, est-ce que ça se trouve il est pas déjà trop tard, j'en sais rien. Mais voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça? Déjà une petite précision. Tu vois que les décisions de Davos vont très vite parce que le Davos 2023
on revient un an en arrière, c'était la nourriture, la suppression de la viande. C'est ça. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est mis en place. C'est-à-dire que l'Irlande doit tuer 1 million de têtes de bovins et d'ovins, les Pays-Bas de 200 000 têtes. Nous, notre Conseil constitutionnel a expliqué que nous devions également réduire notre cheptel si on voulait tenir nos engagements de CO2. Donc ça, c'est ce qui avait été décidé en janvier l'année dernière. Aujourd'hui, c'est en application partout. Donc, tu peux voir que ce qui a été décidé cette année au Davos, à la réunion de Diablos 2024, ça va être très, très vite mis en place aussi, avec naturellement l'euro électronique, puisque Madame Lagarde n'arrête pas d'en parler et que c'est pour très bientôt. Sauf pour la Chine qui construit quand même, je sais pas si tu as vu, les deux grosses tours en Chine, là, c'est énorme. Michael, il va nous mettre des photos. C'est des tours énormes, je sais pas combien c'est des centaines de millions de porcs par étage. Et il les cultive dans les maisons. Alors, ils sont pas prêts d'arrêter la viande. En Chine, peut-être, mais chez nous, oui. Oui. Chez nous, parce qu'on est quand même dirigé par des gens de gauche et des écologistes. Alors, les écologistes n'ont pas compris que la Terre, elle a plus de 5 milliards d'années, elle a vécu sans les écologistes et elle continuera à vivre sans les écologistes. Et là, on retombe dans mon chapitre Climarnac. On y reviendra. On se refera un petit rendez-vous juste pour ça. Voilà, mais parce qu'il y a beaucoup à dire quand même. Mais non, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Et donc, si on revient sur ce que je disais de la viande, on va retrouver les mêmes groupes, les mêmes personnages qu'avec la pieuvre, ceux qui s'occupent de la nourriture. Tu as la Fondation Rockefeller, tu as Bill Gates, etc., avec ces viandes synthétiques. Donc là, en ce moment, en France, on a les grosses manifestations des paysans, des agriculteurs, justement, avec un Premier ministre qui ne connaît absolument rien au sujet et qui leur dit que oui, il va faire quelque chose. La seule chose qu'il pourrait faire pour aider les agriculteurs, c'est qu'on sorte de l'UE. Tant que nous serons dans l'UE, je comprends pas, il n'y a aucun agriculteur qui lui a dit, mais il y a 3 jours, vous avez signé un contrat avec le Chili. Le Chili va nous livrer des poulets qui ne voient jamais le jour, qui sont dans des souterrains, élevés dans des souterrains. C'est carrément aberrant. C'est complètement aberrant, je veux dire. C'est clair. Voilà. Alors, par contre, tu as des pays où le ministre de l'Agriculture, je pense à l'Italie, par exemple, lui, il interdit les viandes synthétiques de Bill Gates. Et ce ministre, c'est facile de se rappeler son nom, puisque c'est Francesco Lollobrigida. C'est le neveu, tout simplement, de l'actrice qui est ministre de l'Agriculture. Et lui, il a fait une loi pour interdire les viandes synthétiques en Italie. Alors, qu'est-ce que font nos députés chez nous? Absolument rien. Que ce soit vraiment l'opposition ou la majorité, ça ne bouge absolument pas. Alors, en même temps, il faut savoir, je pense que tu le sais, c'est que Macron, il n'a pas été là pour sauver la France, quoi. Il est quand même mis au pouvoir pour la faire tomber, et ça, on peut pas lui reprocher. Il le fait admirablement bien. Ah, il le fait très bien. C'est-à-dire que voilà, il le fait très bien. Et alors, on revient. Tu me permets de retomber sur les pieds avec le RSI. Bien sûr. Puisque le mandat de Tedros Ghebreyesus, figure-toi, se termine en mai 2027. Excellent. Et le mandat de Macron se termine également en mai 2027. Donc, si tu vois où je veux en venir, il est promu pour prendre la tête de l'OMS. Et quand on voit comment il a pu appliquer leur plan pour la France, on imagine ce qui va devenir si vraiment il devient le directeur de l'OMS. Mais Jean-Michel, c'est un hasard, les dates. Fais gaffe parce qu'on va te prendre pour un complotiste. Dis-moi, juste pour rebondir sur un chapitre de ton livre, c'est au chapitre 11. En fait, au chapitre 11, qui s'appelle « La conspiration ouverte ». Okay, donc, il y a juste une phrase que tu démarres avec ça, c'est le directeur du FBI, Edgar Hoover, qui dit « L'individu est handicapé par le fait qu'il est confronté à une conspiration si monstrueuse
qu'il ne saurait croire qu'elle existe. Ça fait peur, quoi. Venant du directeur du FBI. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, même si tu as pu voir dans l'introduction du livre, comment il prépare les peuples, comment il nous prépare à ce qui va arriver. Par exemple, il y avait eu un film sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui explosait, et 2 ans après, c'est ce qui est arrivé. Il y a 2 ans, il y a eu un film sur un train de produits chimiques dans l'Ohio qui avait un accident, qui explosait qui répandait des produits chimiques partout. C'est ce qui s'est passé l'année dernière et dans la même ville que le film. Il y a un film Couvre-feu, par exemple, qui a été tourné en 98, qui est sorti en 99. C'était des attentats musulmans à New York avec 600 morts, etc. C'est ce qui est arrivé 2 ans après avec le 11 septembre. Bien qu'on pourrait revenir sur ce dossier aussi. Donc, il prépare les gens de manière à ce que ça puisse passer. Mais ça sert à ça aussi, hein, ces films de science-fiction, enfin entre guillemets, servent à ça. C'est une vraie manipulation psychologique, quoi. Tu vois. Exactement. On a eu pareil avec des virus, des films avec des virus et tout. Et là, ils sont en train de nous préparer également mentalement avec la maladie X, puisque le directeur de l'OMS n'arrête pas de dire qu'il faut se préparer avec la maladie X, qu'elle sera plus importante. Moi, je pense qu'on est tranquille pour 2024. Par contre, ils vont nous la faire pour 2025. Pourquoi? Oui, Parce que 2024, il faut qu'ils signent le RSI. Une fois qu'ils auront fait passer leur RSI, ils seront tranquilles, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Après 2024, il y a plus un problème économique, quoi, on est un peu dans le rouge. Ça sera pas trop le problème sanitaire de mon point de vue, mais oui, je pense qu'aussi que une fois que le RSI sera passé, ce sera beaucoup plus facile. Tu décris aussi dans ce chapitre, à un moment donné, tu vois, tu dresses un état, ou plutôt un portrait de plusieurs personnalités et des institutions aussi, comme les Rockefeller, comme le groupe Bilderberg, qui d'après toi est certainement le plus puissant et qui date de 1954, ce que tu as mis. 53, excuse-moi. Tu as évoqué aussi le Dolder Club, que je ne connaissais pas, d'ailleurs, et qui regroupe en fait... Non, je connaissais pas du tout, et qui regroupe les PDG des Big Pharma. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment caché, mais tu dis que y a encore des sous-groupes à ça. Bien sûr, tu évoques Henry Kissinger, le très controversé Yuval Noah Harari. Hein. J'ai lu tous ses livres, d'ailleurs, en plus. Klaus Schwab, Jacques Attali, George Soros, enfin bref, et bien d'autres. Et c'est clair que au premier abord, on pourrait croire qu'ils sont tous, enfin qu'ils se connaissent pas presque. Par contre, toi, tu parles dedans d'une pieuvre. Enfin, tu t'appelles ça comme ça. Enfin, c'est moi qui le traduis un petit peu comme ça, quoi. Je crois que tu le mets aussi dans ton livre. C'est une sorte de pieuvre. C'est comme si c'est une sorte de réseau, un réseau d'élite, et donc qu'il y aurait un regroupement de tous ces êtres avec un calendrier précis. C'est ça? Est-ce que tu pourrais peut-être le détailler un peu plus? Alors, c'est ce qui fait que j'ai rajouté depuis très longtemps au titre du livre. Oui. Parce que effectivement, j'ai fait comme Philippe de Villiers, il expliquait justement pour la création de l'UE qu'il avait tiré le fil de la pelote et que tout était venu. Et j'ai fait pareil en repartant de la famille Rockefeller qui, au début du siècle précédent, n'étaient que des petits boutiquiers jusqu'à ce qu'ils achètent un puits de pétrole, 2 puits de pétrole, 3 puits de pétrole, et qui prennent le monopole du pétrole aux États-Unis, pour lequel ils ont été condamnés par la Cour suprême d'ailleurs pour monopole. Donc ils ont revendu, ils ont redispatché avec différents noms, mais de toute façon ça leur appartenait toujours. Donc ils ont pu créer leur fortune. Et puis ensuite, au début du siècle 1932, je pense, si mes souvenirs sont bons, ils ont créé la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller, elle a pris des parts dans toutes les universités médicales, Yale, Harvard, Johns Hopkins, etc. Et également dans tous les journaux, dans toutes les rédactions des journaux américains. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre le pouvoir. Ensuite, après la guerre de 39-45, ils ont pris en main la Société des Nations qui avait été créée à San Francisco. Ils l'ont transférée à New York en donnant le terrain pour construire.
et un demi-million de dollars pour construire le bâtiment. Et ils ont créé l'ONU. Et l'ONU, c'est devenu leur joujou. Et c'est l'ONU que j'appelle la pieuvre. Le général de Gaulle l'appelait le machin. Moi, je l'appelle la pieuvre parce que partant de cette pieuvre, partent tous les organismes qui nous causent des problèmes aujourd'hui. L'OMS, le FMI, le GIEC, c'est les gentils idiots écologiques corrompus, l'UNSCER, le GATS, la FAO, enfin bon, tout ça. La FAO, entre parenthèses, qui avait été créée il y a 70 ans pour réduire la faim dans le monde. On se demande ce qu'ils ont fait depuis 70 ans, puisqu'on a toujours 9 millions de personnes qui meurent, 9 125 000 personnes qui sont mortes de la faim en 2022. Ouais. Et dont 5 millions d'enfants, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, donc l'ONU est devenue leur joujou et c'est eux qui manègent tout ça. Alors, tu as parlé de différents organismes. Effectivement, il y a les Bilderberg qui ont été créés en 1953 par le prince Bernard des Pays-Bas, le mari de la reine, qui, entre parenthèses, c'est intéressant de se renseigner sur son pédigré, était un ancien SS. On ne le mentionne pas, mais si on cherche, on trouve. Il y a le Conseil Foreign, le CFR, Council Foreign Relations. Il y a le Club de Rome, c'est ça. Le Club Rome, et dans tous ces organismes, on retrouve les Rockefeller, David Rockefeller, très souvent. Le Club de Rome, qui a été créé, dirigé par un monsieur que personne ne connaît, Maurice Strong. Personne. Enfin, moi, j'ai testé quand j'écrivais le livre autour de moi. Personne n'avait entendu parler de ce personnage. Par contre, tout le monde connaît le terme changement climatique. Et ça, c'est de lui. Et ça vient de lui. Ça vient de lui et c'est de 1950. Hein. En 50, la Fondation Rockefeller a dit qu'il fallait tabler sur la nourriture et sur le changement climatique. Voilà, donc c'est leur cheval de bataille. C'est lui qui a fait le salon de Rio en 1992 où le président Chirac avait dit la maison brûle et on regarde ailleurs. Voilà, donc tout ça, c'est lui. Mais ce qui est surtout intéressant à savoir, c'est que ce monsieur était le maître aussi d'un certain Klaus Schwab, okay. le maître des Diablos. Donc c'est pour ça que tu donnes le nom de la pieuvre, c'est-à-dire que mine de rien, que ce soit sur n'importe quel continent, sur les 5 continents, il y a forcément des liens avec l'une ou l'autre de ces organisations, quoi, c'est ça? Aujourd'hui en tout cas. Ils ont tous des liens entre eux, on retrouve les... Ou des intérêts aussi financiers, économiques, de pouvoir. Voilà. Il y avait également Kissinger qui chapeautait tout ça, parce que Klaus Schwab, on croit que c'est lui qui dirige, mais il recevait ses ordres de Kissinger. Kissinger les recevait des Rockefeller. Kissinger a toujours été le fidèle serviteur des Rockefeller. Oui. Depuis le début, voilà. C'est bien expliqué dans le livre, d'ailleurs. C'est ce que j'ai découvert. En fait, ça, j'ai découvert avec toi, en vrai. Tu vois, je l'ai vraiment découvert avec toi dans ton tome 2, quoi. Hormis, il y a certaines familles qui dirigent le monde. Bien sûr, il y a les Rockefeller, il y a les Rothschild, il y a les Orsini, il y a les Bush, les Clinton, depuis très longtemps. Voilà, on parle toujours des 300 familles. En réalité, il y en a une quinzaine. Il n'y en a pas tant que ça, ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Tu publies dans ton livre. Excuse-moi. Vas-y. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même 8 milliards. Et eux, ils sont 3 000, 5 000. Donc, on pourrait aussi apprendre à dire non à tout ce qu'ils vont nous imposer. Enfin, pour pouvoir dire non, il faut d'abord sortir de l'illusion du monde tel qu'il est, sortir de la manière dont on voit le monde marchand, ne plus avoir peur de l'argent, arrêter d'être une victime du monde, et puis surtout reprendre son pouvoir en main et être congruent avec ce que l'on fait, reprendre son pouvoir et redevenir souverain de sa vie, peu importe les conséquences. Je pense que c'est ça le message le plus important quand même. Oui, mais comme je l'explique dans l'introduction, le chapitre d'introduction, tu as Stanley Milgram qui a expliqué, qui est psychologue,
qui a expliqué que 80% de la population n'est pas capable de dire non. 80% de la population suit et obéit bêtement à Mais toutes c'est la les peur, injonctions hein. gouvernementales. Jean-Michel, c'est juste la peur, et la peur, elle vient de l'ignorance. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est que la peur vient de l'ignorance, et que plus on met les gens dans l'ignorance, et le pire, et moi ce que je trouve absolument aberrant, c'est que autant, tu vois, par exemple, pendant la période Covid, il y a eu des informations qui ont circulé, et puis j'ai l'impression que depuis, les gens n'ont plus rien envie d'entendre sur tous les réels complots du monde. C'est comme s'ils ont été submergés, ils ont été pris de court, et il y a une forme de déni. Mais c'est vraiment dangereux parce que ça les rend encore plus ignorants de ce qui est, donc du monde qui nous entoure, et donc plus manipulables. Parce que le jour où ça va nous tomber dessus, tu sais, ça va être comme la crise sanitaire, ça va être comme une météorite, et à un moment donné, tu te réveilles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, il sera trop tard, quoi. D'autant plus qu'on est prévenu de ce qui va arriver. Oui. On le sait, il nous informe. Par exemple, cette pandémie, cette injection qui a été faite et qui ne sert que finalement que pour la dépopulation, puisque bon, on a vu, ça n'empêchait pas d'attraper la maladie, ça n'empêchait pas de transmettre, ça n'empêchait pas de mourir. Donc c'était pour autre chose. Il y avait autre chose. Et effectivement, tous les gens qui ont été injectés ont un code MAC maintenant. Si vous avez des vieux téléphones, je dis vieux parce que 2017, 2018, c'est bon, après, c'est plus bon. Vous allez au restaurant, n'importe où, au cinéma, vous branchez votre Bluetooth et vous allez voir des codes qui s'affichent. Ce sont les codes des vaccinés. Tous les gens vaccinés ont des codes. Donc, ça servait à ça. D'ailleurs, Yuval Noah Harari le dit, et j'ai mis 4 ou 5 interviews de lui dans le livre, parce qu'en plus, il se répète, donc c'est pas une erreur, et il le dit vraiment, nous avions besoin du Covid pour justement injecter les gens. Voilà. Bon, ça va nous ramener au chapitre sur l'armée américaine tout à l'heure. Mais donc, et je veux dire par là qu'ils annoncent ce qu'ils vont faire. Par exemple, aux États-Unis, tu avais un monument qui s'appelait les Georgia Guidestones, qui a été créé en 1980. Qu'est-ce qui était indiqué dessus? Qu'il fallait réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Il y avait marqué « Ne soyez pas un cancer pour la Terre », et il faut réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Donc, c'est annoncé depuis très longtemps. Pourquoi je parle au passé? Parce que ce bâtiment a été dynamité en juillet de 2022. Oui, c'est Mais récent, hein. en 1995, il y a également eu une grande conférence à San Francisco avec Mikhail Gorbatchev, Margaret Thatcher, Bush, père, Ted Turner, Bill Gates, bien sûr, où ils ont repris en indiquant qu'il fallait réduire la population à 500 millions d'habitants. Donc, on le sait ce qu'ils veulent faire. Il y a même eu en 91 un document que j'ai là qui décrit ce qui constitue le nouvel ordre mondial. Toutes les nations se voient attribuer des quotas annuels de réduction de population. L'information, elle est là, elle circule. Le problème, c'est que jamais depuis le début de l'humanité, on a eu la possibilité de s'informer et jamais on a eu autant de gens qui s'en foutent. Il y a pas d'autre terme. Les gens ne cherchent pas, tant qu'ils ont à manger dans leur assiette, qu'ils ont leur bouteille de bière et qu'ils peuvent regarder leur match de foot, ça y est, ils sont contents. C'est ce que dit, entre parenthèses, Yuval Noah Harari, quand il dit on les tient avec des jeux et avec des médicaments, des drogues. Et puis du divertissement, voilà, tu t'amuses. Et d'ailleurs, tu sais que même moi, dans ma branche, hein, pour pouvoir passer des messages, c'est plus facile de passer un message en faisant rire les gens qu'en étant sérieux. C'est-à-dire que si tu es sérieux, si tu es vraiment sérieux sur un sujet sérieux, on t'écoute plus, quoi. Alors que si tu déconnes un petit peu, tu fais rire les gens, eh ben, on t'écoute et ton message, il passe. C'est quand même grave que durant ces 2 dernières années, si tu veux, la plus grande claque reçue par les gens, c'est pas de s'interroger sur ce que les puissants tiennent leur agenda pour nous détruire, mais qu'ils n'en aient rien à faire, quoi. Tout à fait. C'est grave. Enfin, je voudrais rebondir aussi là sur le fait que tu dises que tout était écrit. À un moment donné, dans ton livre, là, tu fais, alors tu mets un petit bout d'article, enfin du livre de Jacques Attali, du dictionnaire du 21e siècle. Donc ça a été sorti, je crois, en 97 ou en 98. Donc c'est quand même bien avant, et il marque dedans
Alors attends, parce que j'ai mis mes notes ici, parce que j'en ai mis tellement que je sais même plus laquelle il faut prendre. Voilà, ici, à la page 117. Il soutient que par le jeu du nomadisme des personnes, des marchandises et les espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. Par exemple, le virus H5N1 pourrait se révéler tout aussi dangereux que celui de la grippe qui, au cœur de l'hiver 2021, tuera 40 millions de personnes. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps de nomadisme et la démocratie. C'est de l'épidémie, écoute bien, écoutez bien quand même, c'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale. En fait, et c'est écrit en 98. Et tu mets un article publié en 2009 dans l'Express, où il finit, donc c'est toujours Jacques Attali, hein, l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. On viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Donc, il y a l'article qui est là de l'Express, donc tu as juste mis une copie. Donc, comment d'après toi se construit ce gouvernement mondial, puisque c'est plus une illusion, c'est plus un rêve. Et est-ce que tu penses qu'il existe quand même déjà, ou alors est-ce qu'il aura une chance de voir le jour, alors qu'on sait par exemple qu'on en a parlé tout à l'heure, la Chine, la Russie et d'autres pays d'Asie, ils ne sont pas très enthousiastes en fait à ces idéologies. Non, eux ne sont pas très enthousiastes, mais tous les pays qui sont avec les États-Unis marchent à fond dedans. Bien sûr que la Russie, l'Inde, la Chine, tous ceux qui font partie des BRICS, finalement, c'est ça. Voilà, il y a deux camps. Voilà, donc tu penses, moi c'est ce que je pense personnellement, donc c'est juste mon point de vue personnel. Attendez, ça a rien de, ça, voilà, c'est juste mon point de vue, Mika, Deniso, voilà, chez moi, dans ma tête. C'est juste que on va vers un monde à deux vitesses en fait. C'est-à-dire qu'on se dirige dans un monde vraiment où il y aura deux poids, deux mesures et que même pour voyager d'un état à un autre, ça risque d'être difficile à un moment donné. Oui, mais si tu regardes ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ils sont déjà en avance sur leur milliard, presque 400 millions d'habitants. Ils sont dedans. Tu sais qu'il y a plus de 120... Non, je sais plus, attends, je ne voudrais pas dire de bêtises. Enfin, il y a une caméra pour deux habitants en Chine. Donc, il y a 600 millions de caméras. Ils ont des caméras qui sont capables de reconnaître un individu même de dos. Tu imagines? Donc, et les gens, s'ils ne sont pas dans les clous, s'ils font pas ce qu'il faut, ils peuvent plus voyager, ils peuvent plus travailler, ils peuvent pas avoir de crédit. Oui, il y en a même qui peuvent pas rentrer chez eux le soir. Il y en a même qui peuvent pas rentrer chez eux le soir. Il faut regarder un reportage qui a eu lieu sur la 5 et qui était très très intéressant. C'est un peu ce qui nous attend. J'en parle à la fin du livre avec dans la conclusion avec les smart city aussi. Mais ça fait peur parce que ça prend une ampleur dans le monde entier. Nous-mêmes ici à Bali, il y a quelques mois, les caméras ont envahi l'île en fait, même sur les plages. Voilà. Et nous à Paris, ils sont en train d'en mettre plein justement avec comme excuse les JO. Et je pense bien qu'elles ne seront pas enlevées. Et donc, non, je pense que c'est bien en route, leur truc. Et si tu veux, Klaus Schwab, qui est un des pions les plus hauts dans le système, a placé ses pions, ses propres pions, et il s'en vante. J'ai mis des interviews dans le livre, d'ailleurs. Il a bien placé Macron, il a placé Rachid Sunak en Grande-Bretagne, il a mis Justin, Castro, Trudeau au Canada. Pourquoi Castro? Parce que c'est son père et qu'il n'a pas de chance. Plus il vieillit, plus on voit la ressemblance avec son père. Il avait placé celle de Nouvelle-Zélande, Jacinda en Nouvelle-Zélande. Enfin, il place tout le monde d'ailleurs. Il le dit dans une interview quand il arrive dans le bureau de Canada de Justin Trudeau. Il connaît tout le monde, c'est lui qui les a mis en place. Donc tu vois bien que tout est verrouillé. Et j'ai d'ailleurs mis une interview de Monsieur Asselineau dans le livre qui explique que tous ces jeunes il avait placé le Kurt aussi en Autriche, que tous ces jeunes qui sont placés par Schwab n'ont aucune compétence pour diriger les pays. Et puis alors là,
Mais c'est pour ça qu'ils sont placés. C'est pour ça qu'ils sont placés. Justement, c'est pour pouvoir mieux les. Tout à l'heure, des Bilderberg, eh ben, tu vois la promotion Bilderberg, puisque nous avions un ministre qui a été invité au dernier Bilderberg en juin dernier à Madrid, qui dès le mois de juillet s'est retrouvé ministre de l'Éducation nationale et qui aujourd'hui, 6 mois après, se retrouve Premier ministre à 34 ans. Oui. On voit bien qu'on marche complètement dans la tête. C'est un gars qui a jamais travaillé de sa vie. Il est sorti de l'école, il a eu la chance de sortir avec la fille du ministre, Marisol Touraine, donc il s'est retrouvé conseiller de la ministre à 6 000 balles par mois, et puis bon, bah, après il l'a largué pour un autre parce que c'était plus intéressant pour rentrer à la REM, pour être copain avec Macron. Elle est pas belle la vie, hein? Mais il a aucune compétence, quoi, pour diriger la France, soyons sérieux quand même. Là, on le voit bien avec les agriculteurs, les discussions qu'il a avec les agriculteurs, c'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. S'ils veulent leur faire plaisir, il n'y a qu'une seule chose. Pour répondre aux besoins des agriculteurs, il faut sortir de l'UE. Tant qu'on restera dans l'UE, on ne pourra rien faire. À voir. Dis-moi juste pour finir, Jean-Michel, tu m'as parlé au départ de... Enfin, ton tome 2, c'est ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Et dedans, enfin dès le départ, hein, juste après parler des vaccins, tu parles, enfin même pratiquement au début, tu parles de l'armée américaine, en tout cas de l'implication de l'armée américaine depuis très longtemps, puisque ça date des années 1920, etc. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 petits mots? J'ai fait un chapitre justement après le chapitre vaccin, j'ai un chapitre sur l'armée américaine, puisque c'est eux qui sont en main avec cette fameuse injection. Oui, j'ai mis les notes de bas de page hein, pour que les gens puissent vérifier. C'est le DARPA, effectivement, qui a créé cette injection, mais qui fait plein d'expériences depuis des années. On a eu l'expérience MK2 depuis il y a 50 ans déjà, qui faisait des manipulations des cerveaux et tout. Et donc, bon, bah, ils ont créé cette injection, ces produits pour connecter les gens. Hein. Dans le tome 1, j'avais mis le brevet de Richard Rothschild, qui était un brevet qui s'appelait Covid-19 et qui a été déposé le 13 octobre 2015. Il y est plus d'ailleurs, hein, parce que moi, quand tu l'avais mis dans le tome 1, j'avais pu le télécharger, enfin le faire un screenshot. Et maintenant il y est plus en ligne, tu le retrouves plus. Il est plus en ligne. Il est plus en ligne. Moi, j'ai essayé. On tombe sur une recette. Mais sur le tome 1 de mémoire, tu avais fait, alors de mémoire, je suis même pas sûr, mais je crois que tu avais fait un screenshot et tu l'avais mis dedans, je crois. Hein. Oui, et je l'ai remis dans le tome 2. Dedans. Mais quand j'ai été le revoir, voilà, c'est ça. C'est que dans le tome 1, je l'avais vu, et dans le tome 2, tu l'as remis, j'ai été le revoir et tu le trouves plus. Le lien, il n'existe plus. Voilà. On ne le trouve plus. Et pourtant, il était très précis sur le dépôt, il expliquait que justement, avec cette injection et les smartphones, on allait pouvoir contacter les gens, savoir comment ils allaient, s'ils attrapaient la Covid, etc., etc. Mais il faut savoir quand même qu'il existe un lien. Alors, je pourrais vous le donner. Il faudrait que je vais appeler mon webmaster. C'est lui qui me l'avait donné. Il y a un lien spécial où on peut retrouver Internet jusqu'à ce que ça existe 15 ans en arrière, 20 ans, etc. C'est-à-dire que tout ce qui était affiché, moi j'ai pu retrouver des sociétés que j'avais il y a 20 ans, qui n'existent plus aujourd'hui sur le web, et que tu peux retrouver. Et donc je vais lui demander, et je mettrai ça dans la description. Si je ne trouve pas, je vous dirai, sorry, je l'ai pas, mais je vais lui demander parce qu'il me rappelle, il y a 6-7 ans, il m'avait donné ce lien-là, et j'avais pu retrouver, en fait, ce sont les archives, c'est beaucoup plus long à charger par contre, hein, mais on retrouve les archives. Et peut-être que, maintenant que j'y pense, on pourrait retrouver des informations comme ça. Mais ce qui est important de savoir, pour ceux qui nous regardent, c'est que le mot Covid-19 n'a été inventé qu'en mars 2020 par le fameux Tedros Ghebreyesus. Donc, comment un certain Richard Rothschild a pu déposer un brevet 5 ans avant? Voilà, c'est ça qui est fait. C'est 4 ans, oui, 5 ans avant. C'est ça qui est très intéressant quand même. Ce qui prouve bien,
Et c'est pourquoi, dans le premier livre, j'appelais ça une pandémie, parce que c'est prévu depuis très longtemps. Et donc, si on en revient aux militaires qui ont créé ça, d'abord sur le site du DARPA en 2012, c'est indiqué qu'ils font des vaccins, qu'ils étudient les vaccins à ARN messager. Or, on sait que les vaccins à ARN messager ne fonctionnent pas. J'ai repris une page du livre de Alexandra Henrion-Côte qui l'expliquait que depuis 20 ans qu'ils essayent de faire des vaccins pour différentes maladies, une dizaine de maladies, ça n'a jamais fonctionné. Donc, il n'y avait aucune raison que pour cela, ça fonctionne. Et voilà, mais par contre, ce qu'ils avaient besoin, c'est d'injecter les gens. Donc, il fallait qu'ils passent, évidemment, c'est pas l'armée qui pouvait injecter les gens, donc il fallait qu'ils passent par des laboratoires. Je rappelle que Moderna n'a jamais rien commercialisé avant cette injection, avant ce qu'ils appellent le vaccin. Ils n'ont jamais reçu la moindre autorisation pour aucun de leurs produits. Je rappelle que Pfizer a plus de 10 milliards de pénalités, d'amendes pour charlatanisme, pour fausses déclarations, etc. Et c'est à ces gens-là qu'on a donné le droit de vacciner. Pouvoir, de vendre des tonnes et des tonnes de vaccins. Ouais. Voilà, donc bon, ça va plus loin dans le sens où il y a aussi un chapitre sur le graphène. Hein. C'est le graphène d'ailleurs qui permet de connecter les gens. Les gens qui ont un code, c'est par le graphène. Le graphène, c'est 6 neutrons, 6 protons, donc c'est 6. Vous pourrez aller découvrir tout ça dans le tome 2. Ne leur pardonnez pas d'eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, depuis très longtemps, est-ce que tu as un nouveau projet de livre ? Jean-Michel, est-ce que tu es en train d'en préparer un autre parce que... Oui, toujours dans les mensonges, puisque moi je suis passionné par les mensonges d'État, parce que vraiment, ils ont un culot pour mentir au peuple fabuleux. Donc je suis sur un autre sujet. Mon éditeur m'avait demandé s'il y avait un tome 3, j'y avais dit non. Ça va, ça suffit, parce que sinon on va faire un livre sur chacun des chapitres. Moi j'ai de la documentation. Donc il n'y aura pas de tome 3. Et au fur et à mesure où j'avance dans ce livre, je me rends compte que finalement c'est la continuation. C'est un livre sur la guerre de l'OTAN contre la Russie, sur le dos de l'Ukraine et sur le dos des Européens, bien sûr. Et finalement, oui, c'est la continuation. Tu vas encore nous sortir des monstres comme ça ou ça va être beaucoup plus léger ? Non, il faut que je fasse plus petit, il faut que je fasse plus court. Je vais te dire pourquoi, parce que les journalistes n'ont pas le temps de lire 700 pages. Ah, c'est ça, ouais. Donc, je me suis engagé à faire 400 pages maximum. Mais je vais avoir du travail parce que déjà, pour l'introduction, il va falloir synthétiser. J'ai énormément de documentation pour remettre la vérité en place, tout simplement. En tout cas, voilà. Donc, si vous voulez continuer à vivre en pleine, oui. Si tu veux, on nous ment sur cette guerre, c'est effarant. Par exemple, les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde, dispatchées dans le monde. La Russie en a une en Syrie et la Chine en a 5. Donc, on voit bien tout de suite l'expansionnisme des Américains, quoi. Voilà. Et bon, avec les accords qu'il y avait eu en 91, avec la chute du mur de Berlin en 89, etc., les accords avaient été qu'il ne devait plus y avoir de nouvelles bases en Europe. Or, ça n'arrête pas. Ils n'ont jamais arrêté de créer des nouvelles bases en Europe. Et encore dernièrement, la Suède est rentrée dans l'OTAN, la Finlande. Enfin bon, c'est... On attend l'autre livre avec impatience. Donc, si vous voulez vivre dans votre monde, mais avec les yeux ouverts, c'est-à-dire être conscient de ce qui se passe autour de vous et peut-être pour certains en vous, je vous invite fortement à lire Ne leur pardonnez pas d'eux, ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps de Jean-Michel Jacquemin-Rafestin aux éditions Nouvelle Terre. Ne le lisez pas juste après avoir mangé, surtout pas. Soyez à jeun le matin au réveil, c'est le mieux. Voilà, ça c'est un bon conseil. Prenez de quoi noter, prenez de quoi sticker et puis ayez un ordinateur pas très loin pour aller regarder les sources. C'est une source d'inspiration aussi en même temps. Jean-Michel, merci pour tout. Merci d'être venu en tout cas parmi nous. Merci encore pour cette œuvre et merci aussi pour l'autre. Allez sur le site de l'éditeur, vous allez les trouver. Et puis on se retrouve, j'espère, bientôt
pour parler de la nourriture parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Hein. Bon, moi qui fais très attention à ce que je mange, qui suis en plus vegan, donc tu as mis des photos de Beyond Meat, etc. Enfin, tout ce qui est... Et j'ai pris cher là. Et donc, j'aimerais bien vraiment qu'on se retrouve, si ça ne te dérange pas, et qu'on puisse avoir une discussion autour de ça, quoi. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. à toi. Voilà, donc vous avez tous les liens, si vous voulez trouver le livre, rencontrer Jean-Michel sur son site. Vous avez les liens dans la description, dans les premiers commentaires. Et si vous ne les trouvez pas par hasard, vous contactez Kali à support@solinemind.com, support@solinemind.com, et Kali se fera un plaisir de vous partager ces liens. Sur ce, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à plus tard dans la vie.